Nous sommes ravis de pouvoir vous faire cette première restitution pour ensuite, effectivement, vous montrer déjà les premiers résultats de ce que nous avons fait sur InnoGouv. Et puis ensuite, évidemment, développer nos recherches et je vous dirai ensuite quel est le programme pour les semaines et les mois. Donc, nous sommes une trentaine au total, plus de 25 participants. Merci beaucoup d'être présent. Nous allons donc vous présenter à plusieurs et nous allons nous-mêmes nous allons vous présenter les premiers résultats des entretiens qualitatifs des années 2023 et 2024. Voilà, je voudrais passer sur, voilà. Merci beaucoup. Le plan de notre intervention aujourd'hui, il y aura une pause au milieu, bien entendu. Donc, je vais vous faire une petite introduction. On va d'abord vous présenter les éléments de gouvernance sur les coopératives et unions que nous avons étudiés. Euh, pas- Attention, on me demande de mettre la présentation en plus grand, mais je ne crois pas que ce soit non, c'est pas possible. possible. Ce n'est pas possible. Non, elle est en plein écran là, à l'heure actuelle. Ensuite, nous passerons aux innovations. Entre les deux, entre gouvernance et innovation, nous aurons une pause pour avoir des questions-réponses. Donc, chaque partie, donc introduction gouvernance, fera 20 minutes, puis une pause et questions-réponses donc de 15 à 20 minutes pour échanger avec vous, puis ensuite 20 minutes de présentation sur les résultats concernant les innovations et quelques pistes de réflexion. Et ensuite, à nouveau, donc des questions et réponses de votre part. Donc, je vais passer à la diapo suivante. Voilà. Donc, en guise d'introduction, on voulait vous rappeler, mais vous le savez, je pense que les coopératives ont un grand rôle à jouer dans la réalisation des objectifs de développement durable. L'ONU a mis ça en avant il y a déjà quelques années, que dans le secteur du vin et en France, les coopératives viticoles représentent, selon les années, entre 40 et 45 de la production de vin et qu'elles ont des capacités d'innovation très variables, en fait, que ce soit les coopératives viticoles ou les coopératives en général, qui peuvent apporter une certaine compétitivité, qui sont des facteurs de compétitivité. C'est pour ça qu'à travers le projet InnoGouv, qui est financé par l'Agence nationale de la recherche, nous sommes penchés sur les liens entre gouvernance, innovation et durabilité, qui sont des enjeux clés du futur pour les coopératives vitivinicoles. Ce projet s'étendra de 2023 à 2027, donc nous sommes à peu près au milieu du gué. Et maintenant, nous avons quasiment terminé la collecte des données. Donc la diapo suivante. Alors, nous sommes présents tous ici pour vous présenter donc ces premiers résultats. Je voulais vous présenter d'abord les trois responsables principaux du projet InnoGouv. Leïla Temri, ici présente. Geoffroy Enjolras, je pense qu'il devait participer, peut-être est-il dans le public ou branché maintenant, et moi-même. Donc, nous sommes chacun responsable d'un work package et moi, je suis le pilote du projet InnoGouv. Nous sommes enseignants-chercheurs pour Leïla et moi à l'Institut Agro et pour Geoffroy Engelras, à l'Université de Grenoble. Ensuite, nous avons un certain nombre de collègues qui ont travaillé vraiment assidûment à ce projet depuis quelques mois ou plusieurs années pour certains, au premier titre desquels Issiar Pavez, qui est désormais enseignante-chercheuse à l'IAM et qui a travaillé beaucoup sur le projet précédemment, notamment en tant qu'ingénieur de recherche. Et puis, nous avons aussi un doctorant, Mohamed Makraz, qui vous présentera les aspects innovation variétale. Et nous avons eu plus récemment deux nouveaux collègues depuis le mois de novembre. Il y a les Kouloudou, ingénieur d'études, qui s'occupe plus particulièrement de la gestion des données et qui vous présentera un aspect sur l'insertion des jeunes. Et Philippe McClanahan, qui est ingénieur d'études également et qui a travaillé beaucoup à la réalisation des enquêtes et plus récemment maintenant à la diffusion des résultats. La diapo suivante. Alors, les partenariats que vous connaissez, je pense, en partie, certains sont là d'ailleurs. Tout d'abord, bien les institutions professionnelles avec le réseau des fédérations de coopératives agricoles ou viticoles qui ont participé dans les différentes régions aux échanges, voire aux conseils pour les enquêtes de terrain ou aussi pour les entretiens qu'on va vous présenter aujourd'hui. Nous avons aussi des partenaires professionnels et prestataires de services
que sont l'ICV, l'Institut coopératif du vin, et l'INRAE Transfert, qui nous ont permis pour l'ICV de réaliser un certain nombre d'enquêtes, et pour INRAE Transfert qui travaillera sur l'analyse de cycle de vie organisationnel. Et puis, nous avons aussi des partenariats avec le Haut Conseil de la coopération agricole et l'Association nationale de la révision, institutions des filières coopératives agricoles en France, qui sont des institutions de tutelle en fait, et de contrôle, et qui nous ont permis d'avoir à disposition des données économiques via l'Observatoire économique du HCCA notamment, et l'Observatoire de la gouvernance des coopératives pour l'ANR. Et enfin, nous avons aussi un accord de confidentialité avec la DGDDI pour les données de production des coopératives. Donc, diapo suivante. Alors, l'objectif scientifique du projet, c'est comprendre comment la gouvernance des coopératives est susceptible de contribuer au développement d'un certain nombre d'innovations technologiques, mais aussi organisationnelles, et dans quelle mesure ces innovations peuvent influencer la performance durable des coopératives vitivinicoles. Mais au-delà de cet objectif scientifique qui est évidemment très important, nous avons aussi un objectif pratique, empirique par rapport au projet. C'est vous aider en tant que responsable de coopérative, adhérent, président, directeur ou, on va dire, responsable de fédération, à relever le défi d'une gouvernance tournée vers l'innovation pour améliorer la durabilité aussi bien en amont qu'en aval. Et donc, à partir de là, nous avons répertorié l'ensemble des coopératives, comme vous pouvez le voir sur ces deux cartes. D'une part, la carte de France avec l'ensemble des coopératives vitivinicoles et d'autre part, la répartition aussi des unions de coopératives. Un gros travail a été fait en 2023, notamment par un stagiaire de l'Institut Agro et l'ensemble de nos partenaires enfin, de nos ingénieurs de recherche et d'études pour identifier toutes ces coopératives. On voit la répartition ici. On a mis à jour cette base de données. On est en train de la mettre à jour en fonction des fusions. C'est très intéressant, évidemment, de voir leur répartition dans les différents bassins de production, sachant que cette étude concerne à la fois les coopératives, mais aussi les unions de coopératives vitivinicoles. Au niveau de la méthodologie, nous avons à la fois une approche qualitative, mais aussi une approche quantitative. Donc, aujourd'hui, nous allons vous présenter les premiers résultats de la démarche qualitative qui s'appuie sur des entretiens semi-directifs, donc des entretiens approfondis avec les dirigeants, les techniciens, les responsables de coopératives et d'unions de coopératives, qui traitent des pratiques, des processus, des structures de gouvernance et des décisions liées aux innovations, et donc qui parle plus particulièrement de la gouvernance et des innovations vignobles. Il y a aussi quelques éléments de durabilité, mais que nous ne traiterons pas aujourd'hui. Au total, l'objectif était de cibler 30 à 40 caves coopératives. Deuxièmement, on a une approche quantitative qui là s'est déroulée depuis un an, depuis en fait le printemps 2024, qui est en train de se terminer. Donc une enquête très importante, comme vous le voyez, avec un objectif de 200 à 220 caves coopératives, qui permettra et qui va permettre de mesurer un certain nombre d'indicateurs de gouvernance, d'innovation et de performance durable, et d'étudier les liens entre ces trois concepts, avec des questions très précises et des enquêtes qui durent à peu près en moyenne 1h30. Nous allons maintenant donc vous présenter les résultats, les premiers résultats de l'enquête qualitative, donc qui n'a pas vocation à être représentative, mais qui a une vocation à montrer la diversité des situations. Donc vous voyez là la répartition géographique des 33 caves coopératives et unions de coopératives que nous avons étudiées, analysées, avec lesquelles nous avons eu des entretiens qui vont d'1h30 jusqu'à plus de 3h30 par bassin de production. Il n'y a pas de volonté de représentativité. Donc, vous voyez les ronds qui sont proportionnels tout simplement au nombre de coopératives, c'est tout, par bassin de production. Donc, le but étant d'avoir une diversité géographique, une diversité de bassins de production, des tailles aussi différentes en termes de chiffre d'affaires, de volume ou de surface, des orientations de production différentes, puisqu'on a des bassins ou des caves qui sont plus orientés vers les AOC et d'autres qui sont mixtes, ainsi que d'autres qui sont plus orientés vers les IGP. Et puis aussi la diversité des situations en termes de labels, de démarches de certification ou par exemple aussi de démarches RSE. Donc, premier aspect, la gouvernance.
Alors tout d'abord, une définition, je ne veux pas y passer longtemps, mais c'est quand même mieux quand on précise ce dont on va parler. Nous parlons à travers la gouvernance d'un système par lequel les entreprises en général et les coopératives en particulier sont dirigées et contrôlées. On va étudier à travers ça les droits, les responsabilités des différents acteurs de l'entreprise et donc pour nous des coopératives et unions, conseil d'administration, les bureaux, les dirigeants, les actionnaires, pour nous ce sont les adhérents, et aussi toutes les autres parties prenantes, internes ou externes. Nous allons étudier aussi les règles et les procédures de prise de décision. Et puis, évidemment, nous penchons aussi sur les structures qui permettent de fixer ces objectifs, les moyens pour atteindre ces objectifs et puis de contrôler la réalisation. Donc, à travers ça, à travers cette définition de l'OCDE, on voit bien qu'il y a une partie gouvernance interne liée à la coopérative elle-même, avec ses instances internes, et puis une partie de gouvernance externe liée aux relations avec les parties prenantes de manière formelle ou de manière informelle. Donc, le premier point des résultats, c'est au niveau de la gouvernance interne. On peut dire qu'il y a une très grande diversité de schémas organisationnels. Donc, vous voyez là sur la gouvernance interne des modes d'organisation que vous devez connaître. Évidemment, il y a tout un gradient. C'est pour ça que j'ai mis une flèche qui va d'une complexité, on va dire, faible à une plus grande complexité sur la droite. Avec le premier exemple, c'est une coopérative plutôt traditionnelle, avec tout simplement une assemblée générale liée évidemment à l'ensemble des adhérents, un conseil d'administration et un binôme président-directeur. Il y a aussi un certain nombre de caves qui n'ont pas de directeur et il y en a dans notre échantillon. Au milieu, on a un schéma encore un peu plus classique, mais un peu plus élaboré, avec, vous le voyez, le lien avec le bureau, parce qu'il peut y avoir dans certaines coopératives des bureaux sur le papier, mais qui ne fonctionnent pas vraiment. Dans d'autres, ils ont un vrai rôle, un vrai rôle notamment de réflexion, ce qui est le cas dans l'exemple que nous montrons ici. Et puis l'exemple plus complexe, complètement, sur la droite, vous voyez, le rôle du conseil d'administration, du bureau, mais aussi d'instances plus informelles, en tout cas qui ne sont pas statutaires, des commissions, GT, ces groupes de travail, évidemment les salariés aussi qui peuvent interagir à différents niveaux dans ces commissions notamment, et pourquoi pas aussi l'existence de comités de direction, comités des comités de direction, dans les coopératives les plus grosses ou celles qui sont organisées de cette manière. Donc là, on voit la complexité, les relations. Donc, je vous ai mis des liens de partenariat, en fait, où il y a des échanges importants, évidemment, avec les adhérents, notamment à travers les commissions, mais évidemment à travers l'Assemblée générale, et puis aussi d'autres instances, pourquoi pas des groupes de travail, ou évidemment indirectement le conseil d'administration et les administrateurs. Et puis des éléments cognitifs, c'est-à-dire de partage de connaissances, de partage de vision, de compréhension des enjeux qui se font jour aux différents étages, hein, que ce soit dans les conseils d'administration, dans les bureaux, mais aussi dans les comités de direction, ainsi que dans les commissions. Le premier organe qui est informel, mais qui est à la fois évidemment essentiel, et puis qui est aussi très statutaire avec le président, c'est le tandem président-directeur. Tout le monde, à travers les entretiens qu'on a eus, nous a fait ressortir cet aspect-là. C'est vraiment le pivot de la gouvernance des coopératives. C'est à travers ce tandem qu'on aperçoit et qu'on peut juger du rôle stratégique et d'animation de ces deux personnalités. Et ce tandem possède des aspects et un rôle cognitif essentiel, puisqu'il est chargé en bonne partie de donner une orientation à la coopérative, mais aussi le président et le directeur ont des liens évidemment très réguliers et ils doivent avoir une sorte d'osmose entre eux pour comprendre la position de l'un et de l'autre et pouvoir diriger la coopérative. Donc, vous voyez un premier verbatim, bah, effectivement, le binôme président-directeur, ça représente un gros travail quotidien et c'est essentiel. Ça a été mis en avant très souvent, mais il y a aussi des coopératives où il n'y a pas de directeur. Certains nous disent, dans la majorité de ces cas, c'est sur un territoire donné, il n'y a pas de directeur. Et à ce moment-là, évidemment, c'est le président ou la présidente qui va jouer non seulement le rôle du président du conseil d'administration, mais aussi en bonne partie, de manière informelle, le rôle de direction et d'animation des salariés. Et puis, certains mettent en avant qu'il y a deux choses essentielles, la répartition des rôles
et la montée en compétences. Répartition des rôles, le président représente le conseil d'administration et les adhérents, et le directeur qui manage, qui gère l'entreprise au quotidien et qui gère les ressources humaines. Et la montée en compétences est importante des deux côtés pour qu'il y ait une bonne entente, une bonne compréhension et un partage des visions. Certains nous mettent en avant que le président a un rôle particulier, il doit avoir aussi une grande culture générale sans être un spécialiste de tous les aspects, c'est impossible. Et pour lui aussi, que ce soit pour lui ou pour ses administrateurs et autour de lui, la montée en compétences est importante et ne doit pas lui faire peur puisque il faut pouvoir fédérer les adhérents, fédérer les salariés, fédérer l'entreprise et ça passe aussi évidemment par de meilleures compétences. Et enfin, on voit aussi, à travers ce verbatim, le rôle du binôme président-directeur, mais aussi le rôle du bureau. Souvent, les choses sont travaillées entre le président et le directeur, puis quand le bureau est actif, sont amenés, les aspects, par exemple, d'investissement, de rapprochement ou autres, devant le bureau qui va à son tour travailler le sujet. Il y a tout un processus de décision démocratique, partenarial, cognitif, donc de compréhension, des enjeux, qui se joue à travers la gouvernance interne. On a des aspects liés à la décentralisation de la prise de décision et parfois on a aussi des situations de coopératives qui sont beaucoup plus centralisées, donc une certaine centralisation de la décision. Alors dans la décentralisation, on peut vous donner quelques exemples. Certains nous parlent de la grande vie démocratique, puisqu'évidemment le contrôle démocratique est à la base de la gouvernance des coopératives, et particulièrement, ils nous parlent des conseils d'administration, des réunions de bureaux qui sont fréquentes, plus fréquentes que celles des conseils d'administration et parfois aussi de nombreuses assemblées qu'on appelle assemblée générale, assemblée d'information ou réunions et qui permettent en fait de faire passer l'information auprès des adhérents ou d'avoir aussi des moments parfois aussi de convivialité. En termes de décentralisation, il y a aussi le fait que ces coopératives mettent en avant qu'il faut partager. Il faut partager l'information, il faut partager les connaissances, il faut partager les enjeux pour faire comprendre aux adhérents, par exemple à travers une démarche RSE, qu'il y a un certain nombre d'objectifs environnementaux qui peuvent être perçus comme des contraintes, mais qui permettront peut-être aussi d'aller de l'avant. Et on nous met en avant que si on ne partage pas cette information et le projet lui-même, eh bien, on n'avance pas. En termes de centralisation, on a aussi des coopératives qui sont très regroupées au niveau de l'instance conseil d'administration, qui n'ont pas toujours de bureau et qui ont parfois aussi, ça dépend, mais un grand nombre d'administrateurs. Là, c'est le cas dans cette cave qui a 27 administrateurs qui travaillent uniquement en conseil d'administration, qui là se réunit de nombreuses fois, plus d'une fois par mois, et qui a aussi des séminaires de travail. Donc là, c'est une centralisation au niveau du conseil d'administration. On a aussi des commissions. Là, ce sont des organes plus informels, hein, qui ne sont pas du tout obligatoires ou mentionnés dans les statuts, mais souvent qui sont mentionnés maintenant dans les règlements intérieurs, qui sont très souvent présentes. Il y a une grande diversité des commissions. C'est quelques exemples qui sont montrés là. Non, ce n'est pas terminé. Il y a des outils ce sont des outils de cohésion interne qui permettent de traiter de l'amont, de traiter de l'aval et de la vie interne de la coopérative. Donc, on a très souvent des commissions vignobles ou techniques, on a très souvent des commissions investissement, travaux ou finances. On a aussi, et on y viendra tout à l'heure, des commissions jeunes, ça c'est très important pour le renouvellement des générations et l'implication, et aussi, de plus en plus, ça dépend de la structure de la coopérative, de ses orientations, mais aussi des commissions développement durable ou RSE qui peuvent associer des administrateurs, des salariés, parfois des adhérents qui ne sont pas administrateurs et très peu souvent des parties prenantes externes. Un petit problème technique. Je vais essayer de meubler pendant ce temps-là, mais je pense que Yalé va retrouver son micro. Donc, en termes d'implication dans la coopérative, on voulait vous parler, au-delà des commissions, de l'implication et de l'inclusion des jeunes. Ok, donc, comme vous venez de le voir, parmi les commissions existantes, nous avons la commission jeunes et qui joue un rôle clé dans la gouvernance interne de la coopérative. Et sa présence au sein des instances de gouvernance témoigne d'un engagement fort envers l'inclusion des jeunes dans les structures organisationnelles.
Toutefois, au-delà de l'existence de ces commissions, il est essentiel d'analyser les motivations de l'intégration, leur impact concret et les stratégies à mettre en place pour renforcer leur engagement. Donc, l'intégration des jeunes vignerons n'est pas seulement une question de gouvernance, c'est aussi un enjeu important pour assurer l'avenir de nos coopératives, en passant par la pérennisation et la continuité des savoirs traditionnels qui sont développés au sein des coopératives. Et favoriser également l'innovation au sein de ces organisations, parce que les jeunes sont souvent plus ouverts aux nouvelles technologies et aux pratiques plus innovantes. Leur inclusion peut donc stimuler l'innovation au sein de la coopérative, que ce soit dans les méthodes de production, dans la commercialisation ou même dans la gestion. Et également, la présence des jeunes dans les organisations peut également créer un esprit de dynamisme de groupe qui peut favoriser un climat social plus favorable à l'ensemble de l'équipe. Et donc, au-delà de ces motivations qui peuvent encourager les coopératives à développer des mécanismes pour intégrer les jeunes et les attirer au sein de leur organisation, les jeunes jouent aussi un rôle pas seulement bénéficiaire au système, mais ils en deviennent aussi des acteurs qui prennent part entièrement à la vie de l'organisation. Donc, plusieurs initiatives peuvent illustrer leur engagement actif au sein des coopératives. Donc, d'abord, au niveau social, les jeunes mettent en place plusieurs initiatives telles que l'organisation des concours, des voyages d'études, des sorties, des visites, pour créer une vie d'harmonie entre les différents membres de l'organisation. Et ils aiment aussi bien représenter l'entreprise à des événements vraiment majeurs qui peuvent donner un coup de souffle aux différents dirigeants de la coopérative. Et ensuite, si ces actions témoignent d'une belle dynamique, leur pérennité repose aussi. Ah non, attention. Voilà, donc après le niveau social, il y a vraiment le volet économique. Les jeunes sont capables de prendre des initiatives qui sont favorables et bénéficiaires pour toute la coopérative. En ce sens que, selon les témoignages recueillis, les jeunes négocient des tarifs et proposent ensuite les résultats obtenus après négociation à l'ensemble des adhérents et qui devient vraiment bénéficiaire pour toute l'organisation. Et donc, si ces actions témoignent d'une belle dynamique, leur pérennité repose aussi sur des politiques et des stratégies adaptées et donc, adaptées, oui. Et donc, comment encourager et trouver des mécanismes d'intégration plus durables de ces jeunes dans l'organisation? Pour cela, les témoignages du pays, nous retenons 3 points essentiels. Déjà, des soutiens et des politiques foncières sont mis en place pour pouvoir encourager l'intégration des jeunes. Donc, l'un de nos témoignants nous disait comme ça qu'ils mettent en place une commission jeune pour favoriser l'intégration des jeunes et donc de les aider financièrement pour pouvoir permettre une installation plus facile. Et aussi, d'autres récupèrent des fonds et même permettent aux jeunes d'accéder à des surfaces plus vastes pour augmenter soit leur atelier viticole, soit pour s'installer à des prix de loyer qui sont relativement acceptables. Il y a également le mécanisme de parrainage qui est aussi important. Un accompagnement qui aide les jeunes vignerons qui s'installent à rentrer dans le groupe et de comprendre les principes de fonctionnement de la coopérative. Ce qui est aussi un élément important pour pouvoir faciliter leur installation et l'intégration. Et enfin, il y a pour ceux qui n'ont pas encore des commissions jeunes dans leur organisation, qui se donnent quand même les moyens de se rapprocher des associations de jeunes vignerons pour les intégrer dans une démarche volontariste et qui leur donne de mieux s'installer et de comprendre le mécanisme de fonctionnement des coopératives. Il y a aussi la mise en place des chartes jeunes chez d'autres qui permet un certain nombre d'aides, évidemment par l'installation d'aides, des avances de trésorerie et un doublement de soit la prime qu'ils proposent à ces derniers. Donc, voici un peu les politiques et les stratégies d'accompagnement mises en place pour pouvoir favoriser l'intégration des jeunes dans
dans les coopératives agricoles? Merci. Il y a beaucoup d'interactions avec les parties prenantes externes de la part des administrateurs, de la direction, des salariés ou des adhérents, surtout notamment des administrateurs ou de la direction, par exemple avec les collectivités territoriales, les élus locaux, ça nous a été cité plusieurs fois, évidemment l'ensemble des organisations professionnelles, le réseau des fédérations de coopératives, les chambres d'agriculture, les interprofessions dans certains bassins qui sont particulièrement actives, mais aussi parfois les instituts de recherche et plus souvent les consultants, consultants techniques, consultants stratégiques. Et puis, il y a l'ensemble des autres parties prenantes, évidemment ceux qui sont beaucoup plus réglementés, les commissaires aux comptes pour la clôture des comptes et la certification des comptes, mais aussi pour le financement, toutes les organisations bancaires, et puis, bien entendu, en aval, les clients et les acheteurs. Et il y a un rôle particulier également des filiales et des unions de coopératives, des structures de second degré, sur laquelle nous allons un petit peu nous pencher. Donc, il y a tout d'abord des relations informelles. Alors, ces relations informelles peuvent concerner plusieurs types d'acteurs. Donc, merci. D'abord, des intervenants au sein du conseil d'administration. Vous savez très bien que dans les coopératives agricoles et les unions, au-delà des adhérents, personne ne peut voter. Les adhérents représentés évidemment par les administrateurs. Euh, et donc, à ce moment-là, eh bien, il y a parfois d'autres parties prenantes qui arrivent pour apporter du conseil, interagir. Par exemple, là, on nous a cité les organisations bancaires ou d'assurance. Il y a aussi plus souvent des salariés, la direction, les responsables commerciaux qui interviennent, c'est un interne. Mais dans certains cas, on souligne qu'on ne fait pas suffisamment appel à des regards extérieurs. Après, il peut y avoir aussi des relations informelles avec un certain nombre de spécialistes techniques. Certains soulignent que régulièrement, il y a des réunions techniques, notamment avec les adhérents, et que là, on fait intervenir des spécialistes, par exemple, dans ce cas-là, on était en Champagne, le comité Champagne, ou des structures spécialisées comme le GIE Magistère. Et puis, on a aussi des relations avec les clients qui peuvent être formelles ou informelles, mais dans ce cas-là, c'est informel. Vous voyez ce verbatim qui nous parle de partenaires privilégiés qui n'ont pas formalisé de contractualisation pluriannuelle, mais qui reviennent chaque année, notamment des négociants, pour acheter un certain nombre de vins aux coopératives et qui comptent sur la qualité des vins parce qu'ils ont leur propre marque. Mais il y a aussi, bien entendu, des rôles plus formels et surtout avec les unions de coopératives. Il peut y avoir des unions qui sont très intégrantes. Alors, je parle au pluriel, bon, on a eu quelques cas et on le verra aussi dans l'enquête quantitative, mais là, on a une citation qui nous pointe du doigt le fait qu'une union est vraiment la tête de pont, qu'elle-même pilote les caves coopératives qui sont adhérentes à cette union. Et puis, à d'autres moments, c'est un schéma peut-être un peu plus classique ou un peu plus habituel, des unions qui sont moins intégrantes, qui sont plutôt qui assurent des fonctions support en fait pour les coopératives adhérentes, que ce soit au niveau du commerce, du marketing, de la communication, de la logistique, pourquoi pas aussi parfois des aspects financiers ou ressources humaines, mais évidemment qui sont très présentes sur l'aval, sur la commercialisation, à l'export en France, et certaines coopératives même n'ont pas la propriété elle-même des vins, mais elles facturent pour ordre et pour compte des caves coopératives adhérentes. Donc là, c'est vraiment un service commercial, une sorte de commissionnaire en fait pour la coopérative adhérente. Et nous en avons fini avec les aspects de gouvernance. Et donc maintenant, nous sommes ouverts à toutes vos questions. Alors, normalement, à travers le chat, mais évidemment, vous pouvez lever la main et aussi mettre vos questions dans les questions-réponses. Ben, je vous remercie, Louis-Antoine et Ali, pour votre présentation. Donc là, je vois qu'on a une seule question pour le moment. Mais là, bah, c'est encore le temps si vous avez d'autres questions. Donc là, c'est la question de Frédéric. Donc là, moi, je pense que la question, c'est pour vous, Louis-Antoine. Donc là, il dit que c'est super intéressant. La question, c'est avec qui avez-vous fait les entretiens dans chacune des 33 caves? D'accord. Alors, ce que nous avons ciblé en premier lieu, ce sont plutôt les responsables ou directeurs de CAF coopératives ou d'union, directeurs ou directrices, hein,
Voilà. Dans certains cas, quand il n'y avait pas de directeur, ben, ça pouvait être évidemment les présidents ou présidentes. Et parfois, ils étaient présents tous les deux, donc on pouvait avoir des entretiens avec eux. Et puis, dans certains cas, on a eu plusieurs entretiens au-delà du président-directeur, par exemple, avec les responsables techniques, donc ingénieurs techniques, techniciens, relations adhérents, qui pouvaient être éventuellement plusieurs, voilà, dans ces entretiens. Donc, je résume, directeur, parfois président, et aussi, dans un certain nombre de cas, les responsables techniques. Amont, un vignoble. Donc, on a également une deuxième question. La présentation sera-t-elle visible ou bien le replay? Voilà, alors c'est ce que je vous disais au départ. Le replay, si tout se passe bien, qu'on arrive à faire un bon montage, je pense qu'on pourra vous la mettre à disposition. Et en tout cas, il y aura une synthèse. Alors, pas directement ce PowerPoint sans commentaire, mais plutôt un document de synthèse avec de la rédaction derrière pour vous expliquer ces premiers résultats, on va dire, dans les prochaines semaines ou les prochains mois, pas immédiatement après. Voilà, l'enregistrement, si c'est plus pratique, on pourra le faire peut-être un peu plus rapidement, le document de synthèse, évidemment, à la suite. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur les aspects soit méthodologiques, mais encore plus de gouvernance sur ce qu'on a pu vous présenter pour l'instant ou ce qu'on a pu étudier, parce qu'on on ne vous a pas encore tout présenté. Donc, il y a une question d'Elisabeth. Je souhaiterais revenir sur la dimension de centralisation dans le processus de décision démocratique. J'ai compris le volet décentralisation, mais pas la centralisation. Alors, il peut y avoir un volet centralisation en interne, dans la gouvernance interne, mais aussi par rapport aux parties prenantes externes. Alors, si on prend alors je ne vais pas revenir dessus, mais on avait un premier schéma, enfin, on avait différents schémas là au début, organisationnels et de gouvernance interne. Forcément, quand on a une assemblée générale, un conseil d'administration, là, on peut dire qu'en bonne partie, si tout fonctionne selon les statuts de la coopérative, il y a plutôt une centralisation euh, de beaucoup de décisions stratégiques au niveau du conseil d'administration et avec le tandem président-directeur. Voilà. Si par contre on a d'autres organes de décision statutaires qui fonctionnent réellement, par exemple comme le bureau, mais aussi des commissions, des groupes de travail, des groupes de réflexion, certains ont parlé de comités de pilotage, que ce soit sur l'amont ou évidemment dans le cadre de fusion, eh bien à ce moment-là, on peut dire qu'on décentralise, puisque, alors ce n'est pas forcément l'ensemble de la décision, mais c'est déjà la réflexion. Donc il y a une participation accrue et voilà, de l'ensemble des parties prenantes internes, hein, en fait, les adhérents, les administrateurs, un certain nombre de salariés, qui parfois peuvent arriver même à des décisions hein, très pragmatiques, hein, mais quand c'est très stratégique, évidemment, ça passe par le conseil d'administration. Voilà. Et puis, il y a aussi des centralisations, décentralisations vis-à-vis de l'externe. Vous avez, alors là, on n'a pas pu en parler, mais des groupes coopératifs ou des structures coopératives avec des filiales, sans parler de très grands groupes, où dans certains cas, les filiales sont très motrices dans la décision, notamment la décision commerciale, par exemple. Ça peut être aussi une union de coopératives, hein. Quand je parlais d'union intégrante, finalement, c'est très centralisé pour l'union, mais c'est très décentralisé pour la coopérative, puisque, en fait, ça va se retrouver dans ce cas-là, peut-être au niveau de la décision commerciale, voire dans un certain nombre d'autres décisions, centralisées au niveau de l'union et un peu moins au niveau de la coopérative. Voilà, donc dans certains cas aussi, si on a par exemple des contrats pluriannuels importants avec des négociants importants, on peut dire que même s'ils ne prennent pas part à la décision directement dans les conseils d'administration, ils orientent aussi beaucoup la coopérative. Et donc, vis-à-vis de la coopérative, on peut dire que la décision est un peu décentralisée au-delà du conseil d'administration, qui certes a ses prérogatives, mais aussi en lien avec avec l'aval de la filière, par exemple. D'accord, donc je pense qu'on a encore plusieurs questions qui arrivent en même temps. Donc là, on commence par une autre question de Frédéric. Donc là, il dit que concernant les aspects sur les jeunes, à quelle tranche d'âge cela correspond-il? Merci Frédéric.
Déjà, pour notre étude, la tranche d'âge choisie pour représenter les jeunes concerne la tranche d'âge de moins de 40 ans. Donc, nous considérons comme jeunes toute personne ayant moins de 40 ans. Merci. D'accord. C'est bon. Alors, une autre question, du coup, de Karim Zegag. Donc, pensez-vous que la présence des jeunes dans les conseils d'administration des caves viticoles va se développer à l'avenir? Et quid de la féminisation? Donc, deux questions. Alors, je peux te laisser parler, d'abord y aller, puis peut-être je rajouterai quelques éléments. Et, déjà, merci, Karim. Pour ce qui concerne le développement de la représentation des jeunes dans les conseils d'administration, nous restons euh, optimistes. Voilà, et parce que ce qui nous revient des entretiens, il y a beaucoup de politiques voilà, qui sont mises en place pour pouvoir encourager l'intégration des jeunes. Déjà, dans la présentation, on a montré des dits un des directeurs qui nous disait que déjà, il s'approche des jeunes pour pouvoir les encourager à intégrer. Donc, nous pensons que lorsque ces jeunes vignerons auront compris l'importance d'appartenir à des coopératives, sûrement ils s'adonneront à la vie de la coopérative en intégrant le conseil d'administration pour contribuer activement encore à la vie de la coopérative. Alors, il y a les jeunes, il y a les femmes, hein, effectivement, on n'en a pas parlé, mais on a des éléments à la fois qualitatifs et puis plus tard certainement quantitatifs. Dont les jeunes, j'ai juste à dire qu'évidemment, on peut être optimiste dans certains cas, dans d'autres cas, ben, c'est peut-être plus difficile, hein. Bon, voilà, ça dépend des situations aussi économiques des bassins de production et des coopératives en question. Mais bon, voilà, on a des choses qui sont positives, on a des dynamismes. Et par rapport à la féminisation ou pas des adhérents ou des conseils d'administration, par exemple, c'est aussi très variable. Mais ce qui ressort quand même assez souvent, même si on ne vous l'a pas présenté, c'est qu'il n'y a pas forcément une politique ou une stratégie particulière dans ce domaine, hein, de l'inclusion des femmes. Par contre, il y a un certain nombre de coopératives, alors ça, bon, c'est très qualitatif, où il y a beaucoup plus de femmes que d'autres. Alors que ce soit parfois chez les adhérents d'ailleurs, et puis assez souvent, par contre, effectivement, dans les salariés, il y a des professions qui sont féminisées. Là, je ne parle pas de la production, hein, mais je parle des salariés en général, que ce soit en gestion, que ce soit par exemple effectivement en œnologie, donc ça c'est plus lié à la production, mais bon, un peu à tous les stades, parfois aussi au vignoble, etc. Voilà, on n'a pas encore de statistiques évidemment à vous donner, mais il y a quand même certaines évolutions. Encore une fois, les situations sont très différenciées, difficiles de faire à l'heure actuelle, surtout avec une étude qualitative des généralités. Puis, bon, on en reparlera, on s'aperçoit à travers les verbatims, enfin nous, on sait d'où viennent ces verbatims, qu'il y a aussi parfois des spécificités de certains bassins. Bon, je ne pense pas forcément à la féminisation aux jeunes, mais de manière générale, il y a des situations aussi assez différentes selon les bassins de production. Je rebondis puisque Karim Zegag voulait compléter sa question. Ma question était aussi sur le renouvellement des générations, taux de rotation des conseils. Alors, je peux juste dire que dans nos entretiens, on a abordé évidemment ça au niveau des conseils d'administration, que là aussi c'est très varié. Il y a des caves où il y a beaucoup de mal à trouver des jeunes. Alors, le dispositif, on ne l'a pas mis en avant, mais bon, je pense que vous le connaissez tous, qui est assez répandu. Ce sont les administrateurs stagiaires, hein, qui sont présents dans beaucoup, beaucoup de cas. Donc ça, c'est très intéressant. Mais parfois, il y a des années où il n'y a aucun administrateur stagiaire dans certaines caves, donc c'est un peu plus problématique. Mais ce dispositif permet de transmettre le relais à de plus jeunes ou de nouveaux installés, par exemple, qui ne sont pas forcément toujours très jeunes, ça dépend des cas, mais en tout cas des nouveaux. Voilà. Et puis il y a certaines caves qui ont des politiques de renouvellement des générations plus actives, par exemple liées au foncier, au portage du foncier. Alors, ça peut être dans la coopérative, ça peut être en lien avec l'union aussi parfois. Bon, je pense que Yalé, tu l'as abordé au niveau des prix de location des terres, etc. Quand il y a des fermages,
bon, ben, il y a des coopératives ou des unions qui peuvent participer à ce portage financier du foncier. Et donc ça concourt au renouvellement des générations. Évidemment, ben, avant tout, c'est la performance économique qui va un peu plus tirer ou pas le renouvellement des générations. Alors ensuite, il y avait une observation de Nathalie Collet. Par rapport aux cartes, il y a bien 4 caves coopératives en Corse, mais 4 sont en Haute-Corse. Celle en Corse du Sud n'existe plus. Il y a une filiale de cave coopérative de la Marana, groupe Uval. Voilà, donc il va falloir qu'on corrige nos cartes. Alors, pas de problème. Alors, ça, on l'a intégré par contre dans notre enquête, mais voilà, ça a évolué depuis un an et demi. Alors, voilà, les entretiens, de toute façon, se sont réalisés avec des caves existantes, mais effectivement, merci Nathalie pour ces précisions. Donc, une autre question. Une fois les coopératives fusionnées, comment se structure la coopérative? Comment le conseil d'administration se fait? Alors, on n'a pas directement étudié les fusions, mais à travers certains entretiens, on peut avoir des éléments. On en aura aussi quelques-uns à travers l'enquête quantitative qui viendra après. Mais bon, dans les entretiens, alors actuels ou précédents, parce que au-delà d'Inogouv, on avait déjà fait des entretiens précédemment, c'est aussi évidemment très variable. Alors ça, il y a une diapo que je n'avais pas mis en avant, mais très souvent dans les fusions, la volonté, c'est qu'il y ait quand même une participation, une représentativité des caves qui ont fusionné au sein du conseil d'administration. Donc, si c'est aussi d'avoir des administrateurs issus de chacune des caves qui ont fusionné. Donc, ça peut aussi poser des problèmes, évidemment, puisque si on additionne uniquement les conseils d'administration, on aboutit à des choses beaucoup trop, enfin, des nombres d'administrateurs trop importants. Donc, il faut faire des choix et c'est parfois forcément difficile. Mais il y a cette volonté très, très souvent d'avoir une représentativité territoriale et des caves qui étaient présentes avant fusion, en fait. Voilà, il y en a aussi qui choisissent d'avoir un nombre peut-être un peu plus important au début, du fait de cette représentativité qui est vraiment très nécessaire. Et puis, au fur et à mesure, en fonction du renouvellement, et ben, peut-être de réduire un peu sur la durée, mais ce n'est pas du jour au lendemain, hein, ça se joue parfois sur 5 ans ou 10 ans facilement, peut-être avoir un peu moins d'administrateurs. Voilà. Alors, on ne vous a pas donné le nombre moyen d'administrateurs. Alors, c'est pas que ça n'a pas de sens sur un échantillon qualitatif, mais ça sera quand même plus intéressant sur l'échantillon quantitatif. Mais bon, là aussi, c'est quand même extrêmement variable. Ça peut aller de moins de 10 administrateurs jusqu'à parfois, vous l'avez vu, 27, 30, 35, quoi. Donc, voilà, c'est très variable. Alors, une question de Frédéric Relos également, qui sort peut-être un tout petit peu l'enquête, mais concernant la gouvernance, est-ce que vous avez vu des problématiques autour de la coexistence sur un même territoire entre le format coopératif et le format domaine indépendant, ou peut-être encore d'autres formats? Notamment, est-ce que vous avez des questions sur les allers-retours entre être indépendant ou coopérant pour une même exploitation? Alors, on n'a pas traité directement cette question. Alors, ça pouvait arriver, alors je n'ai pas tout en tête, hein, éventuellement dans les aspects généraux sur la coopérative ou à travers la gouvernance, mais sinon, on n'a quand même pas traité cette question, ni dans la partie qualitative là, ni dans la partie quantitative ensuite. C'est vrai que c'est une question, hein, ça c'est sûr, mais bon, voilà, on peut avoir des idées qui sont issues de nos expériences ou nos relations avec certaines coopératives ou certains vignerons. Mais là, dans l'étude, bon, il faudra chercher, mais pour l'instant, on n'a aucun résultat sur ça. Bon, je pense qu'on peut juste rajouter qu'on a vu parfois des coopérations entre des domaines et, rarement, hein, mais entre des domaines et des caves, par exemple pour des outils numériques, des stations météo, où il peut y avoir une coopération entre les deux types. Mais bon, ce n'est qu'une petite réponse extrêmement partielle. Ah oui, je pense aussi à des formats bon, qui sont connus quand même, notamment dans la région Occitanie, hein, de coopératives qui peuvent associer. Je ne donnerai pas de nom, mais je pense que c'est assez connu. À la fois des caves coopératives et leurs vignerons coopérateurs, mais aussi des vignerons indépendants qui, eux, font leur vin de leur côté, mais qui, par l'intermédiaire
de la structure de second niveau, qui est une coopérative ou une union, en fait, commercialise les vins tout ou partie des vins de ces vignerons dépendants. Donc ça existe aussi, hein, voilà. C'est bon? Est-ce que vous arrivez à m'entendre? Oui, Est-ce que c'est bon? Donc là, normalement, on passe à la deuxième partie sur l'innovation. Donc, ça va concerner le côté variétal qui sera présenté par moi et le numérique qui sera présenté par ma collègue Leila Temri. Donc là, Philippe, tu peux passer le... Alors, pour cette première diapositive, donc là, je vais présenter les principales tendances qui sont liées à l'innovation variétale, telles qu'ils étaient révélées par nos entretiens. Donc là, normalement, je vais parler d'innovation variétale. Donc là, normalement, l'innovation variétale dans notre contexte, normalement, ça consiste à développer, de tester ou de planter des nouvelles variétés de vignes qui sont résistantes aux maladies comme l'oïdium, le mildiou, black rot et tout ça, soit qui sont adaptées aux conditions climatiques actuelles, donc la sécheresse, les canicules et tout ça. Donc là, comme on voit sur comment dire, la diapositive, donc là, parmi les 33 caves coopératives qu'on a interrogées, donc on a 9 qui ont déclaré qui font de la sélection clonale. Ensuite, on a 13 qui qui ont testé des nouvelles variétés et 12 qui ont déjà planté ces nouvelles variétés. Donc là, comment dire, les caves restantes, normalement, soit ils disent qu'ils n'en font pas, soit ils ne se sont pas prononcés sur le sujet. Donc là, comment dire, durant nos entretiens, donc on a pu trouver trois cépages qui étaient le plus souvent mentionnés. Donc là, on a le Floréal et le Sauvignon gris, donc surtout dans les régions du sud, donc le Languedoc-Roussillon, la Provence et le sud-ouest. Et on a le Votis qui est principalement mentionné dans l'Alsace, la Bourgogne et la Champagne. Et là, normalement, comme on voit, on a, comment dire, les gens, ils disent qu'ils plantent des superficies en nouvelles variétés qui varient entre 0,5 hectares et 20 hectares. Donc là, en ce qui concerne les décisions d'expérimenter ou de planter des nouvelles variétés, donc là, la décision, elle est généralement prise en premier par les instances de gouvernance interne, telles que les conseils d'administration, les commissions ou le bureau. Ensuite, on a les organismes supra, tels que les syndicats, les groupements, les unions. Et en trois, on a les adhérents elles-mêmes. Donc, quand ils décident de faire des essais ou des plantations. Donc là, Philippe, est-ce que tu peux passer... C'est bon. Donc là, après cette vue d'ensemble, on a une question qui se pose. Donc là, quels sont les facteurs qui motivent et qui freinent l'adoption des nouvelles variétés? Donc là, normalement, quand on voit, comme on voit sur la diapo, donc là, ces facteurs, ils agissent en trois niveaux. Donc là, on a le niveau du cépage lui-même, on a les caves coopératives et au niveau de l'environnement de la cave. Donc là, on commence par les éléments qui sont liés au cépage lui-même. Donc là, on a principalement deux facteurs. Donc en premier, on a les caractéristiques agronomiques et oenologiques, ainsi que la résistance aux maladies et au changement climatique qui jouent un rôle clé dans le choix d'adoption. Donc là, normalement, j'ai ajouté pour chaque partie certains verbatim, comment dire, qui sont issus des entretiens pour illustrer comment dire, les facteurs. Donc là, on voit que certains viticulteurs choisissent les cépages résistants en les considérant comme les moins pires, et d'autres, comme on l'a dit, ils privilégient des cépages, ils choisissent de planter des cépages parce que ces cépages, ils sont résistants et ils sont adaptés au climat. Ensuite, on a des facteurs qui sont liés à la cave, donc au niveau de la gouvernance. Donc là, on a l'adoption, elle dépend de l'engagement des instances de gouvernance. Donc là, on prend l'exemple de la création de commissions ou de comités dédiés. Donc là, on voit sur, comment dire, le verbatim. Donc on va développer ce point plus loin, donc sur la partie du rôle, des rôles des instances dans l'adoption. Ensuite, on a l'implication des viticulteurs. Donc là, ce sont les viticulteurs qui prennent la décision individuelle de planter ces cépages, mais bien sûr, ils demandent le conseil de la cave. Et en trois, on a la volonté d'innover, d'expérimenter de la cave.
Donc là, ça veut dire que la cave, c'est le cave qui s'engage à mettre en place ses propres expérimentations, où elle crée des collaborations avec des parties prenantes externes. Et en trois, on a l'environnement de la cave. Donc là, cela inclut les institutions, les clients, les fournisseurs, la recherche, etc. Donc là, à ce niveau-là, plusieurs éléments influencent l'adoption. Donc là, on a le marché. Donc là, on a vu que certains caves estiment qu'il n'est pas rationnel de produire des raisins qui ne pourraient pas être vendus. Donc là, normalement, car les consommateurs, ils ne le connaissent pas. Donc, ils ne le connaissent pas ou ils ne le connaissent pas encore. Donc, c'est juste ça. Ensuite, on a la réglementation. Donc là, on peut le traduire en bon français par les appellations, les AOC, donc qui sont souvent citées comme un principal frein. Donc là, c'est principalement les cahiers de charges, comment dire, des appellations qui sont un petit peu exigeants en matière d'encépagement. Ensuite, on a les partenariats. Donc là, ces partenariats, ils peuvent stimuler l'innovation. Certains cas, ils disent collaborer avec des pépiniéristes, les centres de recherche tels que l'IFV, l'INRE et des syndicats. Et en quatre, on a le changement climatique. Donc là, beaucoup de caves interrogés, ils ont dit que c'est parmi leurs préoccupations majeures, que soit de la cave, mais aussi des viticulteurs. Donc là, voilà. Donc là, c'est bon. Donc là, normalement, après avoir examiné ces facteurs d'adoption, donc là, on va voir comment cette adoption, elle est mise en place au sein de la cave, comment dire, par les parties prenantes externes. Donc là, normalement, la cave peut faciliter ou rendre plus difficile l'adoption des nouvelles variétés de plusieurs manières. Donc en premier, on a le support technique et la formation. Donc là, à travers la création d'une veille et de l'accompagnement pour aider les viticulteurs dans leur projet de plantation. Ensuite, ça peut être aussi par l'organisation des formations et des ateliers pour informer les viticulteurs, donc les membres, sur les avantages, les inconvénients des nouveaux cépages. Donc là, comme Louis-Antoine a mentionné avant, donc, cette approche relève de la gouvernance cognitive. Donc cela vise à partager les informations et de la connaissance au sein de la coopérative. Ensuite, la cave, il peut, comment dire, aider à l'adoption à travers la promotion et l'incitation. Donc là, normalement, ça peut se faire par des incitations financières comme des primes et des aides à la plantation. Ensuite, en trois, on a la culture de l'innovation et de la recherche au sein de la cave. Donc là, normalement, il y avait certains caves qui ont dit que développer un vignoble ou mettre en place des comités spécialisés pour explorer et tester les nouvelles variétés. Et en quatre, on a la supervision et la conformité. Donc là, ce sont les caves qui mettent des stratégies d'encadrement et de contrôle pour garantir une approche qui est collective et réfléchie. Et là, on a vu que la plupart des caves interrogées ont indiqué que ces décisions sont prises au niveau du conseil d'administration, du COUDIR et des commissions dédiées. Donc là, ça revient à la première, comment dire, à la diapo d'avant, quand j'ai parlé du rôle de la cave dans, euh, dans la prise de décision de la plantation. OK, donc là, dans la diapositive d'avant, on a vu le rôle des caves. Mais là, on va voir le rôle des parties prenantes externes. Donc là, en premier, on a le support technique et la collaboration. Donc là, normalement, ces actions sont similaires à celles menées au sein de la cave, donc à l'intérieur de la cave. Mais là, ils sont à un niveau supérieur, donc au niveau des unions, des syndicats, des groupements, etc. Et là, ça peut inclure des préconisations de la plantation par les unions. Donc là, les unions, ils donnent des conseils et des préconisations pour l'encépagement, pour les caves. Ensuite, on a les expérimentations qui sont menées avec des centres de recherche, comme on a déjà mentionné. Donc, on a l'INRAE, l'IFV, ou des groupements tels que Interloire, au Centre du Rosay ou l'Union de Champagne. Et ensuite, on a des travaux qui peuvent être réalisés avec les pépiniéristes, et ça concerne une veille stratégique sur les nouvelles variétés, soit résistantes, soit adaptées au changement climatique. Et en deux, on a le contrôle et la supervision. Donc là, ces mêmes instances qui sont supra, donc des unions, des syndicats et des groupements,
donc jouent également un rôle de contrôle et de supervision. Et là, les décisions et les expérimentations sont souvent prises à ce niveau. Donc là, je pense que c'est bon pour comment dire, pour cette partie. Et là, je pense que je vais répondre à vos questions sur le sujet pour développer plus. Et là, bah, je passe la parole à ma collègue Laila Timri pour traiter la partie sur l'innovation numérique. Merci beaucoup, Mohamed. Donc là, on va aborder la question de l'innovation numérique, avec là aussi un certain nombre de questions. Alors, la première chose qu'on a cherché à savoir, c'était les outils numériques pour quelles fonctions. Alors, on ne va pas mettre de chiffres, bien qu'on ait calculé un petit peu, mais parce que ça n'est pas représentatif. Donc, on évite de mettre des chiffres. Mais ce qu'on a retrouvé très majoritairement, bien sûr, ce sont des outils pour la traçabilité, en lien avec les réglementations en particulier. Ceci dit, il y a quand même au moins un cas, sinon quelques-uns, de caves qui n'ont pas ou qui n'exigent pas d'outils de traçabilité. Il y a également, on trouve aussi très majoritairement des outils de cartographie, donc ça qui sont très très utiles, qui peuvent être distribués aussi aux agriculteurs ou non. Donc là, on en trouve beaucoup. Des stations météo, donc là aussi, autant que les outils de cartographie. Alors, il peut y avoir des réseaux qui sont vraiment gérés, alors on verra plus loin, gérés par les caves ou des stations météo qui sont gérées aussi par d'autres instances que les caves. Donc ça, c'est les outils qu'on retrouve vraiment majoritairement. Et ensuite, mais par rapport à nos enquêtes de manière beaucoup moins importante, donc des OAD de suivi des traitements qui permettent d'aider de prendre les bonnes décisions. Encore moins quelques outils de pilotage de l'irrigation, ben déjà parce qu'il y a moins de caves, il n'y a pas d'irrigation dans toutes les caves en tout cas. Et puis alors en dehors cette fois des exploitations, eh bien là, il y a des outils de gestion des apports à la cave, mais on n'a pas posé systématiquement la question puisqu'on s'intéressait surtout aux outils dans les champs. On a également identifié de nombreux outils numériques de communication. Donc ça, c'est important en particulier pour la gouvernance. Ce qu'on a retrouvé majoritairement, ce sont les groupes WhatsApp. C'est ce qu'on a retrouvé le plus souvent parmi ces outils, en tout cas de communication à l'intérieur de la cave. Ensuite, bien entendu, des intranets et des extranets qui permettent de diffuser des informations aux adhérents, mais aussi que les adhérents puissent aussi fournir eux-mêmes leurs propres informations pour alimenter les bases de données de la cave. La majorité des informations sont transmises par SMS ou par email, donc souvent avec des téléphones portables, un peu plus que par des ordinateurs. Mais tous ces outils permettent d'entrer facilement en contact avec les exploitants. Alors ensuite, comment l'implantation de ces outils est-elle décidée et comment ces outils sont-ils gérés? Finalement, on a, selon les cas, on se situe entre des décisions individuelles d'exploitants, dans certains cas, qui décident seuls d'implanter certains outils pour eux, ou des outils qui peuvent être mis en place et gérés par une union, avec bien entendu des situations intermédiaires, puisque toutes les caves n'appartiennent pas à des unions et toutes les unions n'imposent pas des outils qui peuvent être mis en place et gérés par la cave. Alors, quelques illustrations, par exemple. Une petite illustration, donc dans une cave. Pour la cave J'ai rien, il y en a qui sont équipés de Mes Parcelles, donc l'outil de chambre d'agriculture. Et donc là, ce sont des décisions individuelles. Une autre cave qui a répondu, ce sont les techniciennes vignobles qui choisissent ces outils, qui m'en parlent et qui me disent, voilà, ça serait intéressant, est-ce qu'on pourrait s'en équiper? Et ensuite, les outils sont étudiés par les instances de gouvernance qui approuvent ou qui n'approuvent pas, généralement qui approuvent, mais ça peut être refusé aussi. Et dans d'autres cas, c'est l'union qui propose, voire qui impose des outils et qui gère ensuite ces outils pour un ensemble de caves.
Donc, c'est l'union qui prend l'initiative de mettre l'outil en place et c'est ensuite l'union qui gère aussi l'outil avec des entrées pour chaque membre, chaque coopérative d'une part, enfin 2 niveaux, cave coopérative et adhérent ensuite. Alors, on s'est intéressé aussi à savoir quel était l'accompagnement qui était fourni par les caves coopératives éventuellement pour les outils numériques. Donc, on a distingué 2 types d'accompagnement. Un accompagnement de nature technique, donc plutôt d'ordre cognitif, tout ce qui touche aux formations. Et puis, il peut y avoir également un accompagnement plus financier. Et dans certains cas, il n'y a pas d'accompagnement du tout. Ça peut arriver également. Alors, en ce qui concerne tout d'abord l'accompagnement technique, alors la plupart du temps, il y a une formation par les concepteurs des outils ou par les fournisseurs de ces outils. Et ensuite, il peut y avoir un accompagnement par les services de la cave pour faciliter les choses à ceux qui ont des difficultés, aux adhérents qui ont des difficultés. Par exemple, une petite citation, de toute façon, quand on se dote de nouveaux systèmes comme cela, c'est souvent accompagné de formation. Et le service informatique qui les aide, d'ailleurs, il y a un service informatique, bon ça c'est un cas très particulier, c'est rare, mais il y a dans certains cas un service informatique, ou sinon c'est le service technique ou vignoble qui aide. Ensuite, il peut y avoir une formation et un accompagnement simplement, enfin, qui est réalisé entièrement en interne par les services de la cave, sachant que la majorité, quand même, dans ce qu'on a retrouvé dans nos enquêtes, c'est quand même un accompagnement mixte, interne et externe. Dans certains cas, ça peut être simplement interne ou dans d'autres cas aussi, entièrement externe. Donc, par exemple, ils ont été formés il y a eu des formations groupées, des formations individuelles pour ceux qui avaient plus de mal. Donc, il y a toujours cette formation qui peut être distribuée par l'interne, donc par les fournisseurs des outils, et puis un accompagnement par la cave, par les services de la cave, qui peut perdurer, parce que dans certains cas, les utilisateurs ont toujours des difficultés. Certains utilisateurs, il faut les aider chaque année. Alors, pour ce qui est de l'accompagnement financier, certaines caves ou certaines unions réalisent un financement intégral des outils, y compris d'ailleurs les abonnements, alors que dans d'autres cas, on réalise le financement des outils, mais l'abonnement est payé par les adhérents. Voilà, donc notamment lorsqu'il y a des problèmes de coûts qui peuvent constituer des freins, certains répondent non, parce que généralement, ça, c'est pris en charge par la coopérative et ça peut être intégralement. Alors que dans d'autres cas, les outils sont financés hors certains abonnements, par exemple. Alors voilà, par exemple, si vous êtes intéressé, la cave, elle loue les stations, c'était des stations météo, et vous n'avez plus que l'abonnement à payer pour accéder aux données. Alors que dans d'autres cas, l'abonnement aux données est pris en compte. Par exemple, un abonnement à l'hectare qui est payé par la cave. Et enfin, le dernier point concernant l'innovation numérique, ce sont les motivations et les freins. Qu'est-ce qui peut pousser à intégrer des outils numériques et qu'est-ce qui, au contraire, peut freiner à l'intégration des outils numériques? Alors, bien entendu, pour ce qui concerne les motivations, le premier point, c'est la réglementation et les exigences du marché, notamment tout ce qui touche à la traçabilité. Et il est certain que les outils facilitent largement la collecte et la mobilisation des données pour les clients. Dans d'autres cas, ou ça peut être aussi les 2 raisons, on considère que, alors c'est lié d'ailleurs, oui, effectivement, que ces outils apportent un gain de temps énorme, puisque notamment si ce sont les adhérents qui envoient leurs données, ça permet de traiter un grand nombre de données en un temps beaucoup plus court. Il peut y avoir également des soucis de préservation de l'environnement, tout ce qui sont les outils, les OAD, donc aide à la décision pour les traitements, pour l'eau, etc.
Et d'autres aussi considèrent que ces outils permettent de réduire les coûts, puisque par exemple, là aussi, on peut économiser de l'eau, on peut économiser des pesticides. Donc, ce n'est pas toujours exactement les mêmes outils, mais on trouve toutes ces raisons qui peuvent constituer des motivations pour l'innovation numérique. Alors, concernant les freins, eh bien, on va retrouver dans un grand nombre de cas, d'ailleurs, le fait que finalement, les outils proposés ne présentent aux yeux des caves et de leurs adhérents aucun intérêt. Il n'y a pas de besoin qui paraît important. Par exemple, dans certains cas, on peut avoir un parcellaire qui est trop petit, trop morcelé. Et donc, avoir des outils numériques n'apporterait pas grand-chose. On retrouve forcément le manque de compétences numériques des adhérents en général. Donc ça aussi, c'est un frein qui est évoqué très fréquemment. Alors ça peut être lié à l'âge, mais pas toujours, puisque dans certaines caves, on nous a dit non, non, ce sont plutôt les jeunes ont plus de difficultés parce qu'ils sont déjà pris dans de multiples tâches, ceux qui viennent d'installer, ils n'ont pas le temps de se lancer dans le numérique. Le coût des outils peut constituer un frein, surtout lorsque ce n'est pas financé par la coopérative. La disponibilité en équipement numérique qui serait adéquat, qui serait adapté, n'est pas toujours au rendez-vous non plus. Enfin, on note aussi la complexité d'utilisation des outils et parfois, on a noté aussi assez fréquemment une difficulté liée au fait que les outils ne sont pas ce qu'on appelle interopérables, c'est-à-dire que comme il faut plusieurs outils pour différentes fonctions, il faut recopier à chaque fois ou re-rentrer à nouveau toutes les données. On ne peut pas disposer une fois pour toutes d'un certain nombre d'informations, de données. Il faut les re-rentrer à nouveau dans un nouvel outil et donc ça complexifie l'utilisation de ces outils. Donc voilà, donc on passe maintenant à la série de questions sur ces aspects-là. Donc on vous Alors, invite à... oui. Alors, il y a une première question qui était d'ailleurs déjà posée auparavant par Karim. Quid de la situation particulière des caves actuellement et surtout des préoccupations euh, en termes d'innovation des conseils d'administration? Alors, je pense que vous avez commencé largement à y répondre. Mais voilà, est-ce que vous avez, Leïla et Mohamed, des précisions à donner sur le rôle peut-être particulier des conseils d'administration dans les innovations dont vous avez parlé? Alors oui, en ce qui concerne le numérique, oui, ce sont principalement quand même, ça doit toujours passer par les conseils d'administration majoritairement. Par contre, souvent c'est instruit en amont. Ça peut être instruit en amont, alors par le directeur, par le bureau, par la commission technique, mais majoritairement, ce sont les commissions, en tout cas, pardon, c'est le conseil d'administration qui valide la plupart du temps. Alors, il y a une autre question de la part de Frédéric Grelot. Alors, au niveau de l'innovation, enfin, à moins que Mohamed, tu veuilles rajouter des choses, pardon. Oui, je suis d'accord avec Laïla. Donc, durant les entretiens, donc même pour l'innovation variétale, dans la majorité des cas, donc normalement, c'est le conseil d'administration, soit des commissions spécialisées, des commissions techniques qui décident. Et là, si on fait un petit peu le lien, on voit que ça peut être justifié par le fait qu'il faut prendre des décisions un petit peu, comment dire, pas précipitées. Car si on prend en considération le marché, donc là, si on produit, par exemple, un produit qui ne peut pas être vendu, donc là, on va prendre le risque. C'est pour ça que la décision, je pense, ça se prend au niveau de la COP. Comme ça, on a une approche plus pensée. Donc, de la part de Frédéric Grelot, deux, et même plusieurs, trois ou quatre questions. D'abord sur enfin les deux d'ailleurs sur l'innovation variétale. Est-ce que vous n'avez relevé aucun aspect sur les phasages avec le cycle de replantation des vignes? Par exemple, est-ce qu'on attend qu'une parcelle ait atteint l'âge limite pour planter, j'imagine, de nouvelles variétés? Est-ce qu'on arrache plutôt pour changer de cépage? Ça, c'est une première question. Donc, voilà, est-ce que finalement, on va anticiper pour renouveler ou est-ce qu'on attend que la parcelle soit très vieille pour la faire évoluer, enfin, changer de cépage? Puis, deuxièmement, sur les innovations variétales, encore,
rien n'est ressorti sur les porte-greffes. Et donc, est-ce que c'est seulement sur les cépages ou y a-t-il eu des éléments sur les porte-greffes? Ok, donc là peut-être je commence par la question sur les porte-greffes. Donc là, normalement, on n'a pas eu beaucoup de choses qui sont ressorties sur le porte-greffe. Bah, c'est normal, on n'a pas posé des questions directes sur ce sujet. Mais là, en général, comment dire, les gens ou les responsables qui ont parlé des porte-greffes, bah, ils parlaient de la sélection clonale des porte-greffes, plutôt des nouvelles types, comment dire, de porte-greffes. Sinon, pour la première question, est-ce qu'on arrache ou non? Bah, normalement, bah, j'ai pas comment dire, sur les entretiens, bah, on n'avait pas une idée claire sur ces aspects-là. Mais je pense oui, bah, si comment dire, on a comment dire, une plante bah, qui arrive, qui devient moins productif, bah, c'est normal que si on veut planter comment dire, un nouveau cépage, on va penser à planter quelque chose bah, qui soit adapté à la situation actuelle. Car là, je pense normalement pour le cycle de vie de la vigne, bah, c'est 20 ans, 25 ans. Donc là, si entre la plantation de l'ancien cépage et la plantation du nouveau cépage, donc là, je pense que les conditions climatiques ont changé, surtout avec le changement climatique. Donc normalement, moi, comme ça, bah, j'ai fait rapidement bah, un lien avec les entretiens et je pense comment dire, que la manière, l'approche de penser, bah, ça sera comme ça. Que si on change, si comment dire, on change, on plante du nouveau cépage bah, pour qu'on met des cépages qui sont, comment dire, un pouvoir de valorisation donc sur le marché. En même temps, s'il est adapté aux résistants aux maladies, donc ça sera un plus. Alors, ce que je peux rajouter peut-être pour les porte-greffes, il y a certains cas, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'il y a des régions qui sont plus. Enfin voilà, le sud de la France, est évidemment, peut-être un peu plus concerné dans certains cas, enfin pas toujours, par évidemment la sécheresse, ça c'est sûr. Parfois certaines maladies, quoique dans les vignobles septentrionaux aussi. Et donc, certains ont mis en avant que les porte-greffes pouvaient être effectivement une préoccupation, assez peu, hein, mais c'est arrivé dans un ou deux cas en nous disant, bah, nous, finalement, les nouvelles variétés, enfin surtout parce qu'en fait, il y a les cahiers des charges d'appellation, donc ben, on ne va pas changer de variété comme ça. Le cahier des charges ne change pas. Par contre, ben voilà, l'adaptation au terroir, aux nouvelles conditions peut-être plus sèches, ben là, par contre, les porte-greffes, bah, il faudrait peut-être réfléchir à des porte-greffes plus adaptés. Donc, dans un ou deux cas, moi, je me souviens un peu de ça. Puis je rejoins Mohamed, hein, effectivement, sur le cycle de vie des vignes. Par contre, effectivement, en plus, si on parle vraiment de nouvelles variétés dures, bon, ben, en fait, leur qualité, aussi bien organoleptique que leurs débouchés commerciaux, ben, sont aléatoires, hein, ou ne sont pas bien connus encore, hein, assez souvent. Et donc, on ne va pas forcément toujours anticiper pour aller planter plus vite des cépages dont on ne connaît pas encore le débouché commercial, par exemple. Voilà, mais bon, ça, c'est en fonction du qualitatif et on aura des éléments plus importants sur la partie quantitative qui viendra par la suite. Y a-t-il d'autres questions? Parce que pour le moment, dans le chat, questions-réponses, je ne vois pas de nouvelles questions. Mais il ne faut pas hésiter sur le digital, sur le variétal, ou voir sur d'autres aspects innovation. Voilà, si vous avez des questions, évidemment, elles sont bienvenues. Et sinon, rappelez qu'il reste une petite partie à Voilà, à une la petite partie de présentation aussi, conclusion. une petite conclusion, et que normalement on termine à 18h30 pour respecter l'horaire de tout le monde. Donc c'est comme vous le souhaitez, on peut poursuivre maintenant, sans souci. Bah, s'il n'y a pas, je ne vois pas de nouvelles questions, bah, on va peut-être poursuivre, oui. Alors, arrivé au terme de cette première présentation des premiers résultats qualitatifs,
on peut dire que il y a un certain nombre d'enseignements qui ressortent, mais surtout aussi des pistes, en fait. Et bon, je l'évoquais au début, mais de manière plus générale, on pourrait se pencher, on voudrait, on se penchera sur une typologie des modèles organisationnels des coopératives et des unions, parce qu'on voit qu'il y a vraiment des systèmes de gouvernance et des organisations très différentes. De la coopérative qu'on peut appeler monocellulaire, c'est-à-dire très traditionnelle, hein, la coopérative et son conseil d'administration, sans aucune filiale, sans aucune structure de second niveau, ni de filiale, par exemple, sur la partie domaine ou foncier, jusqu'au groupe coopératif. Alors, il n'y en a pas énormément dans le secteur vitivinicole, mais il y en a quelques-uns. Il y en a aussi qui sont en cours d'évolution, en passant par différentes formes d'intégration verticale, horizontale. On voit bien qu'il y a à nouveau une vague de fusion qui commence, mais aussi des créations, des restructurations de filiales et également des échanges avec des unions. Donc, on va travailler cet aspect-là dans l'avenir et dans les prochaines semaines et les prochains mois. Alors, donc, on peut passer à la diapo suivante. Donc, on peut dire aussi, c'est un petit schéma qui vous montre la coopérative originelle, hein, c'est la coopérative avec ses adhérents, tout simplement. Alors, il y a une démarche dans le temps aussi, depuis le début du XXe jusqu'à maintenant. Il y a eu une vague hein, de création d'unions de coopératives. Et en France, dans le secteur viticole, ça a été très vrai dans les années 70 jusque dans les années 90. Bon, des unions de coopératives, certaines existent toujours, beaucoup d'autres ont disparu. Il y a eu aussi, après, plusieurs vagues de fusion dans les années 80, puis après dans les années 90, et puis certainement à nouveau maintenant. Il y en a eu aussi au fil de l'eau. Il y a eu également, et ça continue, des phénomènes de filialisation, surtout à partir des années 90, avec des aspects de diversification commerciale, parfois un petit peu de diversification d'activité, mais ça c'était plus rare, mais notamment aussi des caveaux de vente qui ont été créés à part des coopératives pour se situer à différents endroits en dehors du siège de la coopérative. Et puis aussi parfois des constitutions de groupes coopératifs dans les années 80-90. Voilà. Donc il y a une évolution, mais il y a aussi une coexistence actuellement de ces différents modèles. Et donc on va essayer de travailler sur ça avec déjà les entretiens qualitatifs et puis très certainement après aussi avec l'enquête. Donc en guise de synthèse et de conclusion, on peut dire que à travers tout ce qu'on vous a exposé, je pense que vous avez vu qu'il y avait une grande diversité de situations, qu'il n'y avait pas forcément de généralité absolue, évidemment. Il pouvait y avoir des tendances, mais enfin beaucoup de diversité. Selon les bassins de production, alors on n'y a pas toujours insisté, toujours, mais enfin on a vu que dans les régions d'appellation, il pouvait y avoir par exemple des situations différentes, dans les régions septentrionales par rapport au sud aussi, et selon les types de coopératives, justement, selon les formes organisationnelles ou les modes de gouvernance. Et tout ça nous invite à analyser plus en profondeur, justement, les liens entre les formes organisationnelles et par exemple les décisions d'innovation, innovation variétale, innovation numérique. Donc on va se pencher sur ça au niveau du qualitatif et on va aussi se pencher sur les éléments de durabilité qu'on avait dans les entretiens qui sont minoritaires mais qui existaient, notamment sur la perception de la durabilité, des démarches de certification, du bio et puis aussi des démarches RSE. Donc, pour les prochaines semaines et les prochains mois à venir, surtout, notamment en 2025, il y aura une prochaine réunion de restitution des premiers résultats des enquêtes quantitatives courant juin 2025, donc avant l'été, au début de l'été, très certainement dans la première quinzaine de juin, mais on vous enverra la date le plus vite possible. Et là aussi, très certainement sous forme de webinaire pour pouvoir rassembler un maximum de personnes. Et puis ensuite, on va aussi intégrer à ce moment-là des éléments de performance durable. Et puis, donc là, évidemment, sur la partie quantitative, il y avait beaucoup plus de questions sur la performance durable. Et puis ensuite, tout au long de l'année 2025, plutôt en fin d'année, puis après en 2026, il y aura d'autres rendez-vous sur les résultats approfondis des entretiens qualitatifs et ensuite sur les résultats approfondis de l'enquête quantitative. Donc, vous voyez, plusieurs rendez-vous au niveau général, au niveau global,
certainement, on l'espère, des enregistrements à votre disposition, mais aussi des documents. D'ailleurs, on construira un site internet au cours de l'année 2025 pour pouvoir aussi diffuser ces résultats. Et on est tout près d'ouvrir aussi une page LinkedIn. Mohamed est très impatient avec ça. Et malheureusement, je l'ai fait beaucoup patienter ces dernières semaines parce que j'avais peu de disponibilité, mais on va le faire aussi pour communiquer. Et puis, on aura aussi d'autres rendez-vous. Alors, en fonction de vos demandes, je pense plutôt en 2026, mais certains avaient évoqué de l'intérêt pour des restitutions par région, pour certaines coopératives. Alors ça, c'est dans la mesure du possible, mais notamment par région, par union, etc. Ben, n'hésitez pas à nous faire ces demandes. On essaiera de les gérer au mieux. Mais n'hésitez pas à nous faire remonter ces questionnements et ces demandes. Voilà. Merci pour votre attention. Et nous avons encore quelques minutes pour prendre vos dernières remarques ou vos dernières questions, bien entendu. Y a-t-il des remarques ou des questions particulières Les ou générales? remerciements de, Oui. de Justine, Pauline, Frédéric. Et une autre question là, qui vient d'arriver. À quel moment allez-vous mettre en perspective le mode de gouvernance et les performances économiques à une période de violent soubresaut de la filière? Eh bien, justement, là, ça sera beaucoup plus en fonction du quanti, donc des enquêtes en cours. Je vous rappelle que l'objectif, c'est 220 coopératives. On est en train de l'atteindre dans l'ensemble des bassins de production. Et d'ailleurs, je remarque qu'aujourd'hui, même si certains sont partis, et je comprends vu l'heure un peu tardive, nous avions jusqu'à 45 personnes qui étaient connectées des différents bassins de production sur toute la France. Donc, vraiment, c'est intéressant parce que je pense que tout le monde est concerné. Et alors à la fois par les difficultés évidemment de la filière vin, mais par les problématiques qu'on a développées. Et donc, grâce à vos réponses aux enquêtes qu'on est en train de terminer d'ici début avril, on pourra commencer effectivement à étudier ces liens et ces impacts. Alors en juin, ça sera, je pense, encore un peu tôt pour vous donner ces impacts-là parce que 220 coopératives avec des questions très nombreuses, c'est lourd à traiter, il faudra faire une grosse base de données. Mais à terme, évidemment, on a prévu de faire ce lien gouvernance, innovation et durabilité. La durabilité avec notamment la dimension économique, mais aussi sociale et environnementale. Alors, une question, est-ce qu'il y aura un lien entre numérique et performance durable? Bécanti. Est-ce que tu veux répondre, Leïla? Je Non, sais bah pas, si, non. vas-y. Eh bien, oui. Alors, dans les entretiens qualitatifs, ça va être peut-être un peu difficile de faire ce lien. Dans le quantitatif, encore, oui, puisqu'on aura, enfin, en tout cas, on essaiera de faire ce lien. Voilà, grâce à toutes les données qu'on aura collectées. Et dans le numérique, on a beaucoup de données sur le numérique au vignoble. Oui. Autre question, donc, Olivier Oulès, envisagez-vous de travailler sur les innovations, sur les pratiques culturelles, réduction phyto, vitiforesterie, hydrologie régénérative et d'autres en cave, et en effet leur rapport avec la gouvernance? Alors, dans les entretiens, il peut y avoir quelques éléments sur ça. Hein, ça, c'est pas justement les aspects durabilité. On a questionné les caves à chaque fois à la fin de nos entretiens sur des indicateurs de performance durable, sur leur perception de la durabilité. Donc, il peut y avoir quelques éléments, mais là, je ne me, comment dire, voilà, je ne peux pas en dire plus. Alors, sur la durabilité, il y aura des éléments et sur la durabilité, on a posé des questions sur certaines pratiques, mais enfin, on ne va pas dans tous les détails. Par contre, oui, on a posé des questions sur la biodiversité, on a posé des questions sur voilà, des plans collectifs au vignoble pour réduire l'impact environnemental. Donc, il y aura des éléments. Voilà. Oui. Merci Olivier pour la question. Question, dans la diversification, y a-t-il des réflexions pour cultiver autre chose que la vigne? Alors, c'est une évidemment bonne question. Dans les entretiens, ne posez pas directement ces questions-là. De mémoire, je ne sais pas si ça a été abordé même indirectement.
Dans les enquêtes, on ne pose pas non plus directement cette question-là. Par contre, on pose quand même une question sur la situation actuelle. Bon, enfin, la situation actuelle, elle est très souvent une spécialisation à 100%. Voilà. Alors, il y a quand même, bon, dans les modèles, justement, alors ça me fait venir sur ça. Dans les modèles existants, il y a quelques cas, et on le verra plus dans le Quanti, où certaines coopératives sont intégrées à des groupes coopératifs agricoles qui sont loin d'être uniquement viticoles. Donc ça, c'est déjà intéressant. Ça existe, mais c'est très minoritaire. Moi, une des questions que je me pose, au-delà de la diversification d'activités, certes, qui peut concerner aussi les coopératives vitivinicoles directement, mais est-ce que des coopératives vitivinicoles ne vont pas, à terme, s'associer, rejoindre ou fusionner avec des groupes coopératifs ou des coopératives agricoles qui sont plus polyvalentes, par exemple, hein? C'est une question, ce n'est pas de réponse. Et puis effectivement, certains nous ont posé ces questions, mais on ne l'a pas traité non plus directement dans le quantitatif, mais des présidents ou des directeurs nous ont dit qu'ils réfléchissaient à ça. Oui. Birgit, tu voulais rajouter quelque chose, non? Non, je pense que lui, Antoine, bah, il a dit le plus, comment dire, le plus important. Donc. Bon, Ok. je crois que s'il n'y a plus de S'il n'y a pas questions, d'autres Question. questions, on est pile à temps. Merci oui, infiniment à tout le monde, à votre participation, en tout cas être assiduité à cette belle présentation. Je crois que ça promet de beaux résultats. On en est qu'au tout début de l'analyse, en fait, hein, de sa restitution. Donc, ça promet. Je pense qu'il y a, plus on creuse, plus on découvre des relations, des nouveautés. Donc, rendez-vous en juin, en espérant oui, que, en tout cas, ça vous aura intéressé. Et si vous avez des remarques à faire sur le format aussi, éventuellement, sur le type d'intervention, n'hésitez pas. Ça fait partie aussi de la restitution. Donc, oui. là, c'est une requête personnelle, voilà, à titre de préparateur et d'accompagnateur. Merci Et je, beaucoup à vous. ouais, et je voulais remercier tout le monde, les coopératives qui participent à ces entretiens, ces enquêtes, parce que sans vous, évidemment, on n'aurait strictement aucun résultat, aucune donnée. Et c'est normal de vous le restituer et de vous aider à réfléchir sur l'avenir. C'est aussi un des objectifs de cette étude, au-delà de l'aspect académique. Et merci aussi, bien entendu, à tous mes collègues. Merci aux partenaires, le HCCA, les fédérations régionales, l'ICV, etc. Parce que sans ce travail d'équipe et ce travail collectif, rien ne serait possible. Donc, je pense qu'on a bien mis en œuvre le verbe coopérer, donc travailler ensemble. Donc, j'espère que ça va continuer et qu'on pourra continuer à travailler de cette manière-là dans les mois qui viennent. Merci beaucoup et à bientôt.